Le manque d'inertie thermique est un des problèmes importants à ne pas négliger dans la conception d'une maison passive en ossature bois. Elle améliore grandement le confort intérieur et il est donc nécessaire d'avoir une compréhension précise de son fonctionnement. Nous avons vu dans une précédente vidéo la manière dont les matériaux stockent et propagent la chaleur. Nous pouvons donc commencer à définir la notion d'inertie. Alors premièrement, notons qu'il n'existe pas vraiment de grandeur physique normée pour parler d'inertie. C'est un concept plutôt flou et donc qui entraîne pas mal d'incompréhension. Donc essayons d'en donner une définition. L'inertie d'un bâtiment va refléter sa capacité à réagir à des variations de température. Plus l'inertie est importante, plus le bâtiment va nécessiter d'énergie pour monter d'un degré. Et donc, naturellement, plus il va être lent à perdre ce degré, s'il n'a pas d'autres apports. C'est un peu comme l'inertie d'un objet. Plus il est lourd, plus il est dur à mettre en mouvement, mais aussi plus il sera dur à arrêter. On a déjà tous expérimenté l'inertie thermique. Par exemple dans une église. De lourds murs en pierre, très lents à refroidir ou à réchauffer. L'église est fraîche en été et plutôt tempérée en hiver. Encore mieux, une cave enterrée ou une grotte. La température est toujours la même, environ 12 degrés, que ce soit l'hiver ou l'été, car les quelques mètres de terre situés au-dessus apportent une énorme inertie qui absorbe la totalité de la variation de température extérieure. Dans une maison, on a défini une température intérieure de confort, 20 degrés, pour une maison passive. Et on souhaite que cette température reste le plus stable possible, ce qui est un gage de confort, car notre propre corps, lui, ne varie pas de température. Et intuitivement, on comprend que plus les parois sont denses, plus on accède à cette stabilité de température. Seulement voilà, quand on construit en ossature bois, l'essentiel des matériaux utilisés dans les parois est très peu dense, car c'est de l'isolant. Et un bon isolant est un matériau qui contient beaucoup d'air, donc léger. Alors, comment on résout ce problème? Bon, tout d'abord, regardons ce qui fait varier la température intérieure. Alors évidemment, on pense en premier lieu à la température extérieure. Elle peut varier beaucoup dans la journée, hein. C'est ce qu'on va appeler la variation court terme, jusqu'à une vingtaine de degrés d'écart entre le petit matin et le milieu de l'après-midi, par exemple. Elle peut varier beaucoup d'une semaine sur l'autre, une variation moyen terme, qui peut aller jusqu'à une dizaine de degrés d'écart de température moyenne. Puis enfin, il reste la variation long terme ou intersaison. C'est l'écart de température moyenne supérieur au mois. Alors, ce découpage est parfaitement arbitraire. Mais vous verrez qu'il permet de clarifier le rôle des composants de la maison dans l'inertie. Donc les plus grosses variations de température extérieure se déroulent généralement sur un très court terme, une douzaine d'heures environ. Et n'oublions pas que nous avons la chance d'être isolés de l'extérieur par nos parois. Donc regardons le comportement d'un mur d'ossature bois de maison passive, isolé en fibres végétales, ou de cellulose et fibres de bois, quand il est soumis à une variation courte de grande amplitude. Vous voyez le résultat, hein. L'influence de la température extérieure sur la variation de la température intérieure est pratiquement nulle. Et ça, que le mur soit en ossature bois, en béton isolé par l'extérieur, en béton cellulaire, en briques monomure, etc. Le comportement est quasi identique. En fait, on va bénéficier d'une des propriétés d'une bonne isolation thermique. Le déphasage, mais surtout l'atténuation d'amplitude. Le transfert de chaleur est suffisamment ralenti pour même s'inverser en cours du cycle jour-nuit. En effet, vous savez maintenant que la chaleur va du chaud vers le froid. Si à un moment la température extérieure repasse sous la température intérieure, avant que la vague de chaleur n'atteigne l'intérieur, alors le flux de chaleur va s'inverser dans le mur. Donc le problème n'est pas la variation de la température extérieure, car on en est protégé par la performance de nos parois. Alors ce qui n'est pas le cas de la variation de température intérieure avec laquelle on est constamment en contact. La température
intérieure est en effet soumise à de nombreuses variations. La variabilité du nombre d'habitants, qui produisent eux-mêmes de la chaleur, allumer des appareils électriques, ouvrir une porte, prendre une douche chaude, faire la cuisine, et surtout le soleil à travers les fenêtres. Toutes ces variations apportent ponctuellement, dans le temps et dans l'espace, des variations de température qui peuvent être relativement inconfortables si elles ne sont pas amorties. Et le meilleur moyen de les amortir est d'avoir des matériaux à l'intérieur de l'habitation qui vont échanger rapidement les calories avec l'air ambiant. Donc des matériaux à forte effusivité en contact direct avec l'air. Si les parements intérieurs sont en bois, comme du parquet au sol ou des lambris sur les murs, matériaux peu effusifs, il n'y aura pas ce transfert rapide de calories. Et donc les variations de température intérieure seront peu amorties. Donc même si elle est passive, on va augmenter le confort d'une maison ossature bois avec des matériaux à forte effusivité et forte capacité calorifique et visibles sur de grandes surfaces pour maximiser les échanges. Ils absorberont les calories complémentaires lors des périodes plus chaudes et les restitueront ensuite, servant en fait de réservoir ou de tampon de chaleur. Alors, ce peut être une chape en béton avec un carrelage par exemple, quelques cloisons en briques de terre crue ou en béton banché. Il existe aussi des solutions plus originales. Un énorme aquarium central ou une piscine. C'est comme ça que les Romains tempéraient leur maison, avec un grand bassin intérieur. Enfin, il reste l'impact des variations de température extérieure moyen et long terme. Alors, pour être honnête, ces variations étant beaucoup plus lentes, elles n'apporteront pas d'inconfort. Mais si on veut encore diminuer le besoin de chauffage ou de refroidissement, on peut apporter encore de la masse à la maison, mais avec un déphasage plus long pour coller à ces variations moyen ou long terme. C'est-à-dire en fait en éloignant la masse de l'air ambiant. Soit avec des épaisseurs de chape ou de cloison supérieures, comme ça le centre sera plus lent à se réchauffer, soit en interposant des matériaux légèrement isolants pour ralentir l'échange. Par exemple de la terre crue dans l'épaisseur de la dalle intermédiaire avec un parquet par-dessus. Le parquet servira d'isolant et ralentira l'échange et amènera un déphasage entre l'air intérieur et le centre de la Terre de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Donc cette dalle absorbera lentement de la chaleur en été, contribuant à limiter l'augmentation de la chaleur estivale, et la relâchera à l'automne, retardant le recours au chauffage. Alors cette réserve n'est pas négligeable. Imaginons 20 cm de terre crue dans un plancher qui se charge pendant l'été jusqu'à 25 degrés, qui est la température maximum de confort d'été. La capacité thermique volumique de la terre crue est de 660 Wh par mètre cube Kelvin. Donc 1 mètre carré de plancher aura emmagasiné 660 x 5 x 0,2, c'est-à-dire 660 Wh d'énergie au-dessus de 20 degrés Celsius. La capacité thermique volumique de l'air est de 0,34 Wh par mètre cube Kelvin, donc pour 2,5 mètres cubes d'air par mètre carré de plancher, on aura la capacité de restituer 1 degré Celsius à l'air pendant 660 sur 0,34 sur 2,5, c'est-à-dire 776 heures. En gros, on pourra restituer 1 degré Celsius à l'air intérieur pendant un mois, et donc éviter de le chauffer d'autant. La difficulté de l'inertie est de correctement la dimensionner. Car ce que je vous ai décrit est assez empirique, et faire des calculs précis demande de faire appel à des bureaux d'études thermiques pour une étude poussée, et donc obligatoirement coûteuse. Le logiciel de calcul passif, le PHPP, modélise de façon très grossière l'inertie, car son impact est surtout sur le confort et peu sur la performance de la maison. Cependant, on peut extraire de ces calculs une donnée qui est assez intéressante, ce qu'on appelle la constante de temps. C'est le temps nécessaire à la maison pour perdre la moitié de son énergie par rapport à l'extérieur sans aucun apport. En gros, on ferme tout, il fait 20 degrés dedans, 0 dehors. En combien de temps la température intérieure va redescendre à 10 degrés par ces fuites thermiques? Alors, l'usage montre qu'une bonne valeur est de l'ordre de 200 heures, soit environ 8 jours. Une ossature bois passive, isolée en boîte de cellulose, va avoir une constante de temps de l'ordre de 140 heures. Mais on pourra facilement atteindre les 200 heures avec une chape en béton, ou un peu de terre crue comme je vous l'ai décrit, voire une toiture végétalisée. Alors
pour l'illustrer, je vous propose un petit calcul théorique de constante de temps. Prenons toujours ma maison type, 10 mètres sur 10 mètres. Elle a ainsi 100 mètres carrés de surface de plancher, 100 mètres carrés de surface de toit, on va dire qu'il est plat, et 100 mètres carrés de surface de mur, hauteur de 2,50 m sur 10 mètres, donc 4 murs de 25 mètres carrés, ça fait bien 100 mètres carrés. Si on respecte les préconisations du PHI, les conductivités thermiques doivent être au maximum de 0,15 watts par mètre carré Kelvin. C'est la quantité de chaleur qui passe par les parois lorsqu'il y a une différence de température. Cette maison est en ossature bois, isolée en ouate de cellulose. Les capacités calorifiques des parois sont calculées par un autre logiciel. C'est la capacité d'un mètre carré de paroi à stocker de la chaleur, c'est-à-dire à en absorber, à en restituer en cas d'écart de température. C'est donc notre réserve de chaleur. Alors, elle est de 18 kWh par mètre carré Kelvin pour le toit, 16 pour les murs et 24 pour le sol. Donc on va calculer une variante pour le sol. Si on ajoute 10 cm de terre crue compressée, soit environ 160 kg par mètre carré, la capacité calorifique passe de 24 à 64 kWh par mètre carré Kelvin. La constante de temps représente le temps qu'il faudra à la maison pour diviser par 2 l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Imaginons une température moyenne de 0 degré à l'extérieur, de 20 degrés à l'intérieur. Ces 10 degrés d'écart représentent un flux thermique total de 450 watts à travers toutes les parois. Or, on a une réserve de 58 kWh. Il faudra donc 129 heures pour venir à bout de cette réserve par les pertes thermiques à travers les parois. Mais si on prend la variante du plancher, avec de la terre crue, on obtient une constante de temps de plus de 200 heures. Alors bien sûr, ce calcul est très approximatif et néglige beaucoup de choses, donc il ne faut pas prendre ce résultat au pied de la lettre. Mais il illustre bien l'influence de l'inertie rapportée et montre qu'on peut très facilement remédier au manque d'inertie des maisons passives construites en ossature bois. Alors pour terminer, j'aimerais partager avec vous les échanges que j'ai pu avoir avec le cabinet Enertech, que je remercie encore de m'avoir accueilli. C'est un bureau d'études basé dans la Drôme et spécialisé dans la conception et la mesure de la performance énergétique et qui a eu la très bonne idée de faire des bureaux passifs. Ils ont opté pour une ossature bois isolée en paille et pour ajouter de l'inertie, ils ont construit de nombreuses parois intérieures en briques de terre crue et ont rempli leur plancher bois de briques de terre cuite. Leur objectif initial était de se passer complètement de chauffage en misant sur l'inertie et le peu d'apport qu'ils avaient à l'intérieur. Alors la première année, à Noël, ils ont fermé 2 semaines, en fermant les volets roulants pour sécuriser leur bureau. Ils sont rentrés en janvier, il faisait 15 degrés dans les bureaux. Et ils ont donc une très grande constante de temps. Ils n'ont perdu que 5 degrés en 2 semaines en décembre. Ils ont rouvert leurs volets pour réchauffer le bâtiment. Mais l'inertie était telle qu'ils ne gagnaient que 1,5 degré par jour ensoleillé, le bâtiment étant très long à se recharger. Et ils ont donc dû se résoudre à acheter un convecteur qu'ils ont fait fonctionner quelques jours pour ramener le bâtiment à 20 degrés. Alors la seconde année, ils n'ont pas fait la même erreur évidemment. Ils ont laissé les volets ouverts. Au bout de 15 jours, il faisait plus de 19 degrés grâce aux apports solaires. Donc ils ont décidé qu'ils feraient à chaque rentrée de janvier une grosse raclette pour ramener le bâtiment à 20 degrés. Je les ai rencontrés le 11 janvier et ils étaient en t-shirt à l'intérieur. Mais plus intéressant, comme c'est leur métier, ils ont monitoré leur bâtiment et leurs conclusions sur le comportement de leur inertie rapportée étaient les suivantes. Leur mur de terre crue concourait à l'inertie court terme, c'est-à-dire les régulations des variations quotidiennes, sur les 4 premiers centimètres d'épaisseur, ceux en contact direct avec l'air. La régulation des variations moyen terme, les variations à peu près hebdomadaires, était assurée par les 10 cm suivants de terre crue. Et la régulation des variations long terme, donc les variations plus que mensuelles, par les 20 cm de terre crue comprises dans les planchers. Et on a fait ensemble un petit calcul, approximatif, mais l'inertie rapportée représentait environ 150 kg par mètre carré utile, répartis en 2 tiers long terme et 1 tiers moyen et court terme. Alors je ne sais pas si on peut en faire une règle générale, mais le petit calcul théorique que je vous ai fait précédemment et cette expérience réelle convergent bien vers un principe. On peut apporter de l'inertie dans une ossature bois avec une quantité non négligeable de matériaux à forte diffusivité et un dimensionnement de l'ordre de 150 kg par mètre carré habitable semble être assez pertinent.
Donc comme vous le voyez, l'inertie thermique est un point à ne pas négliger, hein. Elle permet d'augmenter sensiblement le confort d'un bâtiment, et notamment en été. Et si vous en manquez, vous pouvez toujours utiliser la terre de vos terrassements pour remplir vos dalles bois ou pour fabriquer des briques de terre compressées. C'est une solution qui est la plus économique.